Donc la surélévation, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps. C'est pas quelque chose de nouveau, et pourtant, quand on dit qu'on va faire de la surélévation, les gens sont toujours « Ah bon? Vous êtes sûr ?» Il y a plein de questions qui se posent encore aujourd'hui. Et c'est donc une pratique qui continue, qui vient de plus en plus aussi pour répondre aux enjeux dont a parlé tout à l'heure Maxime, et notamment tout ce qui est donc lié à la zéro artificialisation nette, le besoin de financer la rénovation énergétique, parce qu'il y a des aides qui existent, mais on sait qu'il y a toujours un reste à charge qui reste important, et en particulier en copropriété, et le besoin de continuer à créer des logements au plus près des besoins. UpFactor, c'est issu en fait de l'expérience d'architecte de Didier Mignery, qui a fait des projets de surélévation, qui a notamment fait ce projet de surélévation qui est à Paris dans le 14e arrondissement, pas loin donc de la gare Montparnasse, un projet initié en 2005 qui a été livré en 2015, mais qui est arrivé à son terme. Et qui a permis de prendre conscience en fait que la surélévation, c'était des projets qui se faisaient comme ça, au coup par coup. Quand on parle de surélévation, on pense très rapidement dents creuses, mais ce n'est pas les seuls potentiels de surélévation qui existent. Et donc, il y a une ambition qui est arrivée, qui était d'automatiser la détection, d'être capable déjà de savoir où on peut surélever, même si on sait par expérience que ce n'est pas parce que le PLU dit oui que finalement on aura l'autorisation de faire autant de niveaux que ce qu'on voulait faire. Là, on est dans un autre projet 14e arrondissement, on pouvait faire jusqu'à 3 niveaux de surélévation. Et après discussion avec l'ABF, on est descendu à 2, ce qui réduit aussi la quote-part pour la copropriété, mais là, ils vont quand même pouvoir financer une grande partie de leurs travaux. Mais on reste convaincu quand même que savoir où sont les potentiels, c'est quelque chose qui est utile pour que ce marché puisse vraiment se développer. Et donc on a créé un logiciel qui s'appelle GeoService, qui permet très rapidement de savoir où sont les, en gros, 10% des bâtiments qui peuvent être surélevés. C'est une moyenne qu'on retrouve un peu maintenant sur l'ensemble de la France, dans les différentes villes dans lesquelles on est intervenu. Un bâtiment sur 10 a un potentiel de surélévation par rapport aux aspects réglementaires. Je ne dis pas un bâtiment sur 10 sera surélevé à la fin, parce que toutes les questions qui sont apparues tout à l'heure permettent de vite comprendre qu'il y en a d'autres, il y en a qui pourront quand même pas se faire. Et donc avec cet outil, on peut géoréférencer, donc c'est savoir une adresse, c'est pour faire le lien avec une emprise bâtie, sélectionner les potentiels par rapport à différents critères, et ensuite mesurer à l'adresse le potentiel de surélévation par rapport au PLU. Ça se fait en 2 temps. On a d'abord nous reconstituer le bâti existant, donc en partant du cadastre des règles et des données de hauteur qu'on peut avoir, donc soit par la baie des topos ou quand il y a eu des relevés lidar. Pardon. On peut avoir quelque chose de plus précis. Et on a intégré ensuite les principales règles du PLU qui permettent de définir un potentiel de surélévation. La règle de hauteur, la règle de gabarit, l'implantation entre les bâtiments et l'implantation aux limites. Et du coup, quand on a intégré le PLU sur un territoire, on rentre une adresse et on est capable de dire s'il y a ou pas un potentiel. C'est du coup une capacité qui intéresse 3 grands types d'acteurs aujourd'hui, les collectivités, les bailleurs sociaux et les copropriétés. À l'origine d'UpFactor, nous, on est plus allés directement sur les projets, et notamment auprès des bailleurs sociaux et des copropriétés, parce que c'était issu aussi de la pratique d'architecte. Mais on s'est rendu compte que pour que les projets puissent se faire, il y avait besoin aussi d'acculturer ceux qui sont décideurs, aller voir les collectivités et parler avec eux de ce sujet-là, de comprendre comment ils se positionnent. Et donc, on mène aujourd'hui des études pour les métropoles, pour leur permettre de visualiser ce que permet le PLU. C'est en général pour eux une grande découverte de se dire « Ah, c'est ça qu'on a écrit ». Parce que les petites règles qui sont écrites, c'est difficile de se rendre compte vraiment, appliquer à la ville, ce que ça peut donner. Et après, au-delà de ça, les accompagner aussi sur soit l'évolution des textes, parce que c'est finalement ce qu'ils autorisent ne correspond pas à ce qu'ils ont envie de faire, dans un sens ou dans l'autre. Et après, mettre en relation les potentiels qu'on va détecter avec la caractérisation du bâti.
Donc aujourd'hui, il y a plein de bases de données qui existent, qui permettent d'avoir des informations sur l'étiquette énergétique, sur les années de construction des bâtiments, sur l'usage, sur le type de propriété, par exemple. De croiser ces éléments-là pour pouvoir se dire, à l'échelle de la ville, comment est-ce qu'on intègre la surélévation dans la politique de développement et comment on peut utiliser aussi cet outil au service de la rénovation énergétique. La première ville qui nous a fait confiance, c'est Strasbourg. Aujourd'hui, on travaille aussi avec la Carène, sur la ville de Saint-Nazaire. Et du coup, ici, on a un extrait de la visualisation de l'application des règles. Une application des règles un petit peu adaptée, qu'on travaille avec eux, parce qu'aujourd'hui, ils ont un PLU qui est très très permissif. Et donc, une très grande majorité des bâtiments sur Saint-Nazaire sont éligibles à la surélévation. Et l'idée, c'est de se dire, si on veut que ce soit une vraie solution, il faut quand même définir des règles qui vont effectivement être appliquées. On travaille également avec les bailleurs sociaux à différents niveaux, donc sur déjà le géoréférencement et la visualisation, cartographie un petit peu du potentiel, l'analyse à l'adresse. On rentre un peu après plus dans les projets, le côté opérationnel avec des études de faisabilité et on peut faire différentes missions après d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour vraiment développer les projets. On souhaite garder les deux compétences détection et projet opérationnel parce que les deux s'alimentent. Et ça permet aussi de faire remonter des problématiques terrain quand on va aller voir les collectivités en travaillant avec les élus, les services, les ABF, tous les gens qui vont être concernés à cette échelle-là, de leur dire, par exemple, sur tel projet, on a tel sujet très concret, comment est-ce qu'on le gère? On travaille sur l'ensemble de la France, mais quand même beaucoup avec des gens qui sont en Pays de Loire. Notamment avec CISN, donc pour lequel on a détecté plusieurs projets de surélévation et travaillé sur un projet qui est sur le Plouguin. Donc la surélévation, ce n'est pas qu'un sujet de métropole. On a travaillé aussi avec une démarche un peu différente avec Podelia. Je laisserai tout à l'heure Anna Le Foulon du coup vous présenter l'étude avec un travail là, de ce qu'on appelle un diagnostic binaire. Donc est-ce que oui ou non, il peut y avoir un potentiel sur l'ensemble du patrimoine qui est sur Angers, et on est descendu jusqu'à l'étude de faisabilité sur un projet. Nantes Métropole Habitat s'intéresse aussi à ce sujet-là. C'est un de nos premiers clients. Et on avait commencé par une analyse sur un ensemble d'adresses, des études de faisabilité, et aujourd'hui on est dans les missions vraiment de montage d'opérations pour aller vers les phases de réalisation et de chantier. Et on s'intéresse aussi au sujet de la surélévation avec les copropriétés. Donc les copropriétés qui peuvent avoir ce qu'on appelle un droit à construire. Donc s'il y a un potentiel de surélévation, ça appartient à l'ensemble de la copropriété, pas au copropriétaire du dernier niveau, à celui qui a les combles, ça appartient vraiment à tout le monde. Quand il y a plusieurs bâtiments, ça peut appartenir aux copropriétaires de l'ensemble des bâtiments, pas que aux copropriétaires qui sont sous le toit en question. Et donc là, on accompagne, nous, les copropriétés, pour évaluer le potentiel réglementaire, faire l'ensemble des études qui sont nécessaires après pour transformer ce potentiel en réel projet, avec un programme, donc avec une surface qui va pouvoir être développée, avec une estimation aussi des coûts de construction, pour être capable de développer un bilan complet de l'opération, définir ce qu'on va pouvoir dégager comme enveloppe pour la copropriété pour financer les travaux de rénovation, accompagner tout le montage juridique aussi et le vote qu'il y a pour pouvoir valider la vente du foncier aérien, et aller identifier un opérateur, souvent un promoteur, qui va racheter ce droit à construire. En général, on pousse pour qu'il le rachète sous forme de travaux, et qui va du coup construire la surélévation, réaliser les travaux de rénovation de la copropriété. Et on se positionne, nous, ici, comme tiers de confiance, donc entre la copropriété et le promoteur, pour s'assurer que tout le monde va se retrouver dans l'opération. La copropriété a un très joli toit, mais qui a une valeur. C'est le plus beau toit du monde pour eux, mais ça a quand même une valeur qu'il faut définir. Et le promoteur doit prendre en charge un certain nombre de frais, mais nous, on s'assure aussi que la marge qui va être développée sur le projet sera équitablement répartie entre l'ensemble des acteurs.
Et donc ces copropriétés-là, on peut les trouver soit en travaillant avec les syndics ou alors des copropriétés directement qui nous appellent, notamment celles qui sont déjà lancées dans des démarches de rénovation énergétique et qui cherchent comment financer une partie des travaux. Donc là, on est sur le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est dans le 14e arrondissement, pour lequel on va créer 4 logements. On va pouvoir dégager une enveloppe ici pour la copropriété de un peu plus de 450 000 €. Et du coup, financer les travaux sur cette copropriété, donc sur ce bâtiment, mais aussi sur le bâtiment qui est en fond de cour, donc qui profite aussi de la surélévation qui se fait sur cette partie-là. Et comme on est en surélévation, on crée un ascenseur, et donc les logements existants vont aussi profiter de l'ascenseur qui va être créé. Donc sur ce projet, on est avec un PC purgé et une conception qui est faite en ossature bois. Donc un chantier avec un démarrage prévu en fin d'année. Et donc on travaille sur ce sujet de la copropriété aussi sur Nantes, avec notamment le syndic Aymon Camus, et en particulier sur un projet ici. Et comme l'a dit tout à l'heure Maxime en introduction, effectivement sur Nantes, il y a le sujet du sismique. Donc on travaille de plus en plus étroitement avec les bureaux de contrôle aussi, pour savoir ce qu'ils vont accepter ou pas. Parce qu'il y a des règles qui existent, dites simplifiées, qui disent qu'il ne faut pas ajouter plus de 10% de la masse de l'étage du dessous. Quand on fait le calcul, même en bois, ça limite quand même vite la surface qu'on peut développer. Et donc il y a quand même aujourd'hui des acteurs qui sont prêts à regarder ces sujets-là et à faire une analyse de risque pour accompagner le développement de ce type de projet. Et donc, par rapport à la surélévation, il y a quand même un certain nombre de sujets sur lesquels il y a encore besoin de déroger. Donc, Maxime a mentionné tout à l'heure le stationnement. Aujourd'hui, dans les grandes villes, en général, la dérogation est possible. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de créer les stationnements qui correspondent aux surfaces qu'on va créer. Quand on est à moins de 500 mètres d'un transport, il y a des dérogations qui existent aussi par rapport au gabarit. Et donc, s'il y a un bâtiment sur lequel on peut venir s'adosser, donc un petit peu plus haut, on va pouvoir augmenter le potentiel de surélévation. Ça, en général, c'est des dérogations qu'on arrive à faire passer. Il peut y avoir des demandes de dérogation par rapport à la demande de création de logement social. En fonction des surfaces qu'on va développer, on peut être obligé d'intégrer une partie de logement social. On en parlait tout à l'heure, c'est nécessaire. Après, en copropriété, c'est quelquefois difficile de leur faire accepter d'avoir cette mixité. La dérogation accessibilité, donc sur certains projets, on a la place, on peut mettre un ascenseur PMR, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres projets sur lesquels, déjà pour mettre un ascenseur, on pousse un peu les murs. Donc on a une demande de dérogation obligatoirement à faire sur ça. Espace vert par rapport aujourd'hui, notamment aux questions qu'il y a sur la gestion des eaux. Et comment, même si on fait la même surface de toiture, il y a quand même une adaptation à faire parce que les règles ont changé. Et dérogation en matière de sécurité incendie, parce qu'on est sur un bâtiment existant, et du coup, il faut pouvoir ne pas dégrader, mais quand même faire avec le bâtiment existant. Donc c'est une démarche vertueuse qui intéresse, mais qui doit aussi trouver ses acteurs, surtout en copropriété, parce qu'on est souvent sur des petits projets, entre, on va dire, 5 à 15 logements, c'est déjà pas mal. Donc c'est des surfaces plus petites que ce qu'on a l'habitude de faire souvent en construction neuve, des travaux qui sont en milieu occupé, donc il faut aussi avoir une capacité à faire ces travaux en milieu occupé, et des projets sur le temps long, parce que j'ai parlé tout à l'heure du projet qui est à l'origine d'UpFactor, mais c'est vite des projets qui durent un petit peu, le temps de mettre la copropriété d'accord, le temps du permis de construire, de trouver l'opérateur, la négociation avec l'opérateur et le temps de chantier. Donc il faut pouvoir se projeter quand même sur quelques années. Et c'est des projets pour lesquels il y a une maîtrise technique importante, parce qu'on est toujours à cheval entre la réglementation qu'il y a pour la construction neuve et la réglementation pour l'existant. On intervient sur un bâtiment qui est déjà là, avec tout ce que ça veut dire. Donc tout à l'heure, il va être question du scan 3D, parce que ça fait partie des questions. Après, de comment est-ce qu'on a les codes exacts du bâtiment sur lequel on vient se poser pour pouvoir utiliser au maximum des solutions préfabriquées, et donc répondre aussi à la réalisation en milieu contraint.
L'intervention sur un bâtiment existant, c'est aussi savoir, vous l'avez posé dans la question, sa capacité portante au niveau aussi des fondations, du sol, de tout ce qu'on prend comme responsabilité avec le bâtiment existant. Et trouver après les solutions constructives qui vont permettre d'intervenir souvent dans des milieux urbains, avec des conditions d'accès qui peuvent être limitées, des moyens de levage qui peuvent être aussi contraints par le site, et donc de pouvoir faire le lien entre tout ça, en ayant, je ne l'ai pas mis, mais c'est toujours de toute façon le sujet dans tous les cas, une maîtrise du prix de revient de l'opération. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, vous allez avoir différents intervenants qui se sont frottés au sujet aussi bien côté du coup logement social, maison individuelle que bâtiment tertiaire. Des gens qui apportent des solutions aussi pour développer ces sujets-là. Et nous, en tant que porteurs de ce sujet de la surélévation, on est toujours preneurs de toute façon de ces retours-là, donc on est ravis aussi d'être là. Et donc je vais terminer en remerciant FIWA de nous avoir invités. Vous remercier du coup pour votre écoute, et si vous avez des questions, ce sera tout à l'heure. Exactement, merci Florence. Oui, donc...